Comment te sentirais-tu si tu réussissais à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants? Et quel tournant prendrait ta vie si tu réalisais enfin ce projet professionnel qui te tient à cœur? Bonjour à toi, je suis Pauline, éducatrice de jeunes enfants, et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de Devenir JE, une chaîne qui t'aide à réussir les sélections d'admission en formation d'éducateur de jeunes enfants. Ici, je te parle du métier, de la formation, des stages et bien sûr, je te partage toutes mes astuces et conseils pour réussir cette sélection d'admission pour que tu puisses enfin, toi aussi, devenir EJE. En ce mois de décembre, j'ai décidé de me transformer en animatrice d'une colo d'hiver un peu particulière. Et oui, pendant ce mois, j'ai décidé de vous inviter à passer notre hiver ensemble. C'est ma version de la colonie de vacances. Je vous ai préparé 5 épisodes de podcast par semaine, du lundi au vendredi jusqu'à Noël. Alors, si vous m'écoutez à un autre moment de l'année, rassurez-vous, vous ne verrez pas la différence. Ces épisodes peuvent être consommés à chaque saison sans modération. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de commencer, si tu souhaites réussir les sélections d'admission cette année, mais que tu as du mal à exprimer clairement ce qui te motive dans ce métier, j'ai quelque chose qui peut t'intéresser. Ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les candidats qui souhaitent réussir les sélections. Je le fais à travers des coachings et des accompagnements en ligne. Alors, si toi tu as tendance à remettre au lendemain ta préparation et que tu ne sais pas quoi travailler pour te préparer, que tu as peur de ne pas te démarquer des autres candidats, que tu as du mal à comprendre ce que les jurys attendent de toi pendant cette sélection, j'ai créé une prépa en ligne sur 3 mois pour t'accompagner pas à pas dans ta préparation. La prépa ferme ses portes fin décembre pour que chaque élève ait le temps de bien se préparer avant les sélections. Si tu veux nous rejoindre, c'est encore possible, mais du coup plus pour très longtemps. Je te mets un lien avec plus d'informations dans la description. Et si tu as envie de suivre cette prépa mais que tu te poses plein de questions, j'ai aussi ouvert quelques créneaux d'appel pour qu'on puisse échanger ensemble, toi et moi. Donc je te laisse réserver ton créneau sur devenirejE.com/prépa en ligne devient EJE. On en parlera un peu plus en détail ensemble. Donc je t'invite à lire la description de l'épisode pour retrouver tous ces liens. Aujourd'hui, tu sais que tu veux devenir éducateur de jeunes enfants. Mais est-ce que tu sais quelles sont les voies possibles pour le devenir? Parce que tous les éducateurs de jeunes enfants possèdent le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants, qui est un diplôme de niveau licence, niveau bac+3 aujourd'hui, mais tous les EJU ne sont pas passés par le même chemin pour obtenir ce diplôme, ce beau papier vert qu'on a à la fin. Donc, dans ce podcast, je voulais te détailler les 3 grandes voies possibles qui existent pour devenir EJE. Alors, ces 3 grandes voies, elles pourraient être divisées en petites sous-catégories, mais j'ai décidé de simplifier en gardant ces 3 voies et en essayant de te détailler au maximum dans chacune d'elles. Alors, c'est parti. La première des voies, c'est la voie un peu la plus courante, c'est ce que j'ai appelé la formation initiale ou formation continue. Pour pouvoir la suivre, cette formation initiale ou continue, il va falloir quand même répondre à quelques critères, et en fait principalement un, qui est au moins d'avoir donc soit le bac, soit un autre diplôme qui valide un niveau bac, donc ça peut être un diplôme de niveau 4 ou alors d'avoir une validation qui certifie qu'on a un équivalent de niveau bac, mais en quelque sorte c'est le critère principal puisque là on va accéder à des études post-bac, donc il faut valider le bac pour être dans du post-bac tout simplement. Ensuite, la deuxième étape, c'est de s'inscrire aux sélections d'entrée, les sélections d'admission en formation. Généralement, ça se passe sur Parcoursup, notamment pour les personnes en formation initiale. Si on est en formation continue, là, il faudra faire un dossier auprès de l'école à télécharger sur les sites de l'école. Puis, une fois que ce dossier est retenu et complet, on peut passer un oral d'admission. On est convoqué pour un oral face à un jury. Là, je ne vais pas trop développer le contenu du dossier, de l'oral, parce que c'est un petit peu le cœur de cette chaîne, de tout ce que je partage. Donc vous aurez d'autres ressources dans la chaîne, dans les autres vidéos. Mais voilà, les sélections d'entrée en 2 étapes à passer. Ensuite, il y a le déroulé de la formation, donc c'est 3 ans d'études avec une alternance entre des temps de formation théorique et des temps de formation en milieu professionnel, autrement dit des stages. Il y a à peu près un tiers de la formation qui est théorique et 2 tiers qui est pratique, qui est sur le terrain. Donc c'est vraiment une grosse place de voir les stages, de vraiment s'investir. Les stages ne sont pas là juste pour accompagner la théorie, c'est vraiment ancré dans cette formation que les deux vont nous apporter des connaissances. Les stages en général durent
à peu près 8 semaines. Ça peut être beaucoup plus comme le stage long, mais il y a un petit peu cette récurrence de 8 semaines qui revient, tout simplement parce qu'il y a le souci de la gratification au-delà de 8 semaines. Donc c'est quand même des stages qui sont assez gros. On va pas juste 1 ou 2 semaines à un endroit, on a vraiment le temps de s'investir et de faire des choses. Il va y avoir aussi un référentiel de formation pour rassembler quelles sont les compétences, les connaissances qu'il faut acquérir dans ce métier. Ce référentiel, il est national pour toutes les écoles et en gros, il classe chaque cours, chaque compétence, chaque connaissance dans 4 catégories qui sont appelées des domaines de formation ou des domaines de compétences. Alors je pense que vous devez déjà les connaître si vous avez fait quelques recherches, mais sinon je vais les rappeler rapidement. Le premier, le DC1, c'est accueil et accompagnement du jeune enfant et de sa famille. Le DC2, c'est action éducative en direction du jeune enfant. Ces 2 domaines de compétences, c'est vraiment le cœur du métier d'éducateur de jeunes enfants et c'est ceux qui ont le plus de temps réservé dans la formation pour étudier ces 2 domaines-là. Ensuite, il y a aussi le DC3 qui s'appelle Travail en équipe pluriprofessionnelle et communication professionnelle et il y a le DC4 qui s'appelle Dynamique interinstitutionnelle, partenariat et réseau. Donc pendant ces 3 ans, on va écrire un certain nombre de dossiers. Voilà, c'est pas des partiels comme à l'université, c'est plutôt des dossiers basés sur des expériences vécues en stage. Et ces dossiers, il va y avoir une version, on va dire, écrite, puis souvent un oral pour défendre un petit peu ce qui est développé dedans. Parfois, il peut y avoir aussi quelques devoirs sur table, mais l'idée, c'est d'écrire tout ça et de s'entraîner à ces devoirs sur table pour passer à la fin ce qu'on appelle la certification. Donc ça, c'est vraiment pour finir le cursus de formation d'éducateur de jeunes enfants. On va présenter ses compétences et ses connaissances devant un jury. Donc les épreuves, elles vont être soit écrites, soit orales, et elles vont se baser en général sur ces dossiers. Dans certaines écoles, les certifications, il peut y avoir quelques examens qui commencent en première année, deuxième année. Pour moi, c'est vrai que ça a été pas trop étalé, c'est vraiment concentré sur la troisième année. Mais je sais qu'en général, les écoles font en sorte qu'en troisième année, ce soit surtout, par exemple, le mémoire ou des gros dossiers, des choses qui vont vraiment venir déterminer quelle est son identité professionnelle pour pouvoir la présenter au jury. Mais bon, ça peut s'étaler un petit peu sur la deuxième et la troisième année pour alléger la fin, cette période de certification qui peut être un petit peu lourde. Donc la certification, en gros, c'est ce qui va permettre de dire en gros, c'est comme les examens finaux, c'est comme le baccalauréat suite au lycée. C'est tout ce qu'on va présenter, les dossiers, les oraux, face à des jurys qui vont nous donner des notes et qui vont nous dire si on valide les DC 1, 2, 3 et 4. On peut valider entièrement son diplôme si on valide les 4 domaines de compétences, mais on peut aussi le valider partiellement si on n'a pas la moyenne dans certains. Donc voilà, les notes des DC ne peuvent pas se compenser entre elles. Si on a plus de 10 sur 20 à un domaine de compétences, on le valide. Si on a moins, il n'est pas validé. Mais dans ce cas-là, c'est pas très grave. On peut avoir un diplôme validé partiellement et l'année suivante, repasser uniquement les domaines de compétences qu'on a ratés. Donc voilà un petit peu pour une présentation rapide de la formation initiale ou formation continue, comment ça se passe sur le déroulé, sur toute l'année. Si vous voulez en savoir un peu plus à ce sujet-là, je vous mets dans la description un lien vers un article de blog que j'ai écrit sur la formation d'éducateur de jeunes enfants. Ça vous expliquera tout ça en détail. Ensuite, l'autre voie que je voulais vous expliquer, c'est la formation en situation d'emploi. Donc pour y accéder, c'est un peu les mêmes critères, il faut avoir le bac ou le niveau bac. Il y a une sélection d'entrée, comme la formation initiale, et on va suivre la formation en 3 ans aussi, avec une alternance entre tout ce qui va être plus court, la théorie, et une alternance entre des périodes de formation en milieu professionnel. Et pareil, à la fin, il y a la certification pour valider les domaines de compétences, et ça va permettre d'obtenir le DEJE. La différence majeure, en fait, c'est que la période de formation en milieu professionnel, elle ne sera pas pendant des stages, mais elle sera chez un employeur. Ça veut dire qu'on va être salarié. Donc comme tout salarié, on a un salaire chaque mois, on a une mutuelle, on a 5 semaines de vacances chaque année. Voilà, c'est le même fonctionnement, sauf qu'il y a des périodes où on est en cours et des périodes où on est chez l'employeur. Ce qui va se passer, c'est qu'on va rester 3 ans chez l'employeur, donc un seul endroit. Il y aura uniquement un stage de 8 semaines hors employeur qui se fera, mais globalement, on va voir le travail de l'EJE surtout dans cet endroit-là.
Alors, au niveau des conditions, généralement, il faut quand même être majeur. Ça aide beaucoup, on va dire, pour trouver un employeur pour des questions d'assurance. Avant 30 ans, on peut signer ce qu'on appelle un contrat d'apprentissage. Après 30 ans, c'est un contrat de professionnalisation. Et ça peut aussi se faire, par exemple, si on travaille déjà en crèche et qu'on veut évoluer, on va pouvoir peut-être demander à l'employeur les possibilités pour signer un nouveau contrat, être accompagné dans sa formation. Je sais que ça peut être possible, mais globalement, c'est des contrats d'apprentissage, contrats de professionnalisation. Alors, il y a pas mal d'avantages parce que au final, on va avoir le même diplôme, la même formation que si on était en formation initiale. On va avoir une expérience de terrain qui est quand même significative une fois qu'on est diplômé parce qu'on a passé 3 ans au même endroit. Ça permet de vraiment mettre des choses en place. On n'a pas à se réadapter à chaque fois comme quand on change de lieu de stage. On a au final pendant les 3 ans une rémunération, ce qui peut beaucoup aider certains candidats. Et puis on a aussi une couverture sociale, la mutuelle. Donc pour des personnes qui sont par exemple en reconversion, qui sont déjà un petit peu installées dans leur vie, ça peut être une façon d'avoir une rémunération qui reste au cours des 3 ans. Il y a finalement tous les frais pédagogiques qui sont à la charge de l'employeur, donc il reste quasiment rien à payer chaque année à l'étudiant. Et puis le stage hors employeur, pour voir le métier de JE dans un autre établissement, ça reste quelque chose d'intéressant, même si on est 3 ans au même endroit, on a quand même cette possibilité-là de s'ouvrir sur un autre domaine, autre chose, voilà, quelque chose qu'on n'a pas forcément pu voir pendant les 3 ans chez cet employeur. Mais si ça paraît si bien, si intéressant, il faut quand même voir qu'il y a certains inconvénients. Donc la principale difficulté, ça va être pour trouver un maître d'apprentissage, donc un employeur qui veut bien nous accompagner pendant cette formation. Ce qui est aussi un petit peu un inconvénient, c'est qu'il n'y a que 5 semaines de congés payés, ce qui est un petit peu moins que quand on est en formation initiale. Parfois, ces semaines de congés payés, elles sont imposées. Par exemple, si on est en crèche, ça va être peut-être imposé par les fermetures de crèche. Donc, ça laisse finalement peu de temps. Je sais que moi, en formation, j'avais plus de congés que 5 semaines. Ça me permettait d'avoir du temps vraiment pour souffler ou pour avancer un peu plus sur les dossiers. Donc là, ça veut dire que ça va être un rythme qui est assez intense sur les 3 ans. La charge de travail, globalement, elle peut être aussi un peu plus élevée parce que il y a ce qu'on nous demande en formation de faire, d'avancer, mais finalement, sur le lieu de stage, vu qu'on est là longtemps, on va pouvoir mettre en place des projets, avancer sur ça. Donc, il faut vraiment arriver à gérer les deux. Il va aussi falloir organiser un petit peu son planning chargé parce que dans certains établissements, il y a des cours qui ne peuvent pas être vus par les personnes qui sont en apprentissage parce que par rapport au planning, on est plus chez l'employeur. Donc finalement, il y a des cours à apprendre chez l'employeur. Donc soit il faut rattraper, soit il y a une convention qui fait qu'on sait que qu'on est formé sur ce sujet-là dans l'établissement où on est, mais ça peut être un peu plus compliqué. En tout cas, voilà, il y a une certaine organisation à gérer. Et puis aussi, on est engagé dans un établissement. Donc il faut être sûr que ça se passe bien, que on s'entend bien voilà, avec l'équipe, qu'on est heureux pendant 3 ans, parce que si on y est mal, il faut quitter ce contrat d'apprentissage et en retrouver un ailleurs pour être sûr de terminer la formation. Et ça, c'est pas forcément facile parce que, comme je l'ai dit au tout début, c'est difficile de trouver un maître d'apprentissage. Alors en trouver un deuxième, c'est encore plus dur. Et aussi un autre inconvénient, on voit le rôle de l'EJE qu'à un seul endroit. Alors bien sûr, il y a ce stage hors employeur qui est bien utile pour s'ouvrir un petit peu l'esprit sur d'autres missions possibles de l'EJE, mais c'est un fait quand même par rapport aux étudiants qui sont en formation initiale ou continue, qui eux ont au moins 4, 5 stages. Là, on va être plutôt sur 1 ou 2 lieux seulement. Donc finalement, pour suivre la formation en situation d'emploi, la sélection d'admission, réussir la sélection d'admission, ça ne suffit pas. C'est presque l'étape la plus facile en fait. Il faut vraiment trouver un employeur et la recherche là, elle peut être longue, elle peut être difficile parce que c'est pas facile pour un employeur d'embaucher un apprenti. Ça veut dire créer un poste pour l'apprenti. C'est sympa, mais ça veut dire un certain budget. Ça veut dire le payer toute l'année. Même quand il n'est pas là, même quand il est en formation. Donc il n'est pas toujours là, il faut arriver à gérer sur le planning. Ça veut dire aussi payer son année de formation, donc sans aide du tout de la région. Normalement, l'année de formation, selon les écoles, ça coûte entre 6 000 et 8 000 euros l'année. Alors, quand on est en formation initiale ou continue, généralement, on a l'aide de la région qui fait que les places sont financées et on va payer que entre 500 et 800 euros. Là, les employeurs, ils ont à payer complètement.
Donc ça leur fait une certaine somme à anticiper. Et puis, ils vont embaucher quelqu'un qui n'a pas forcément de compétences, qui a peut-être zéro expérience. Donc c'est pas facile de les convaincre quand on a zéro expérience, zéro compétence, qu'on va être quelqu'un de bien sur le terrain, qu'ils devraient créer un poste pour nous. Ça demande vraiment une volonté de l'employeur de vous embaucher. Donc c'est pas voilà, c'est pas forcément facile cette étape-là. Je connais des candidats qui ont postulé dans 50, 80 endroits et toujours avec des réponses négatives. Donc ça peut être long, la recherche, il faut pas baisser les bras et il faut continuer à élargir les possibilités. Donc voilà, ça c'est un peu le moment le plus dur, on va dire, avant de commencer les sélections. À côté, la sélection, finalement, c'est presque de la note, quoi, parce que on les passe et on arrive, on n'arrive pas. Bon, on est plus facilement au clair sur ce qu'il faut dire ou pas dire pendant la sélection. C'est plus facile de se préparer à ça que de se préparer au fait de trouver un employeur et d'avoir potentiellement beaucoup de refus. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus là aussi sur cette voie-là, j'ai écrit là aussi un article de blog et je mets le lien en description sur le JE en apprentissage, la formation de JE en apprentissage, je détaille un peu plus les avantages, les inconvénients, comment ça se passe. Et enfin, la dernière voie, c'est ce qui s'appelle la VAE. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? La validation des acquis de l'expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe dans plein de domaines, hein, dans plein de BTS, d'autres professions, pas que EJE, mais c'est quelque chose qui existe pour le métier d'éducateur de jeunes enfants et qui intéresse beaucoup de monde parce que cette démarche-là permet de ne pas aller à l'école d'éducateur de jeunes enfants. Donc la démarche, elle est 100% gratuite. On a besoin, pour pouvoir officiellement lancer cette démarche, d'avoir 1 an d'expérience, attention, où on exerce les missions d'éducateur de jeunes enfants. Pas seulement 1 an d'expérience sur le terrain auprès de jeunes enfants. Il faut vraiment pouvoir prouver qu'on a exercé les missions de l'éducateur de jeunes enfants. Donc ça va se baser sur l'expérience de terrain. La démarche de VAE, c'est sur le papier assez simple. C'est en 3 étapes. D'abord, on envoie le livret 1, ce qui s'appelle le livret de recevabilité. Si on le valide, on peut passer sur le livret 2, livret d'évaluation des acquis. On l'envoie là aussi et on va être convoqué ensuite à un oral face à un jury pour défendre son dossier. Et là, on peut avoir soit une validation complète des 4 domaines de compétences, soit partielle si on valide seulement certains, ou soit pas du tout si on n'en valide aucun. Et l'idée de cette voie, c'est de permettre un petit peu un raccourci à des personnes qui sont déjà beaucoup expérimentées. Même si ça paraît assez simple, on se dit, il n'y a que 3 étapes, c'est assez administratif. En fait, la demande de VAE, c'est vraiment quelque chose qui demande une grande réflexion. Il faut plusieurs mois pour écrire le livret 2. Donc, il faut vraiment s'impliquer dans cette démarche. On est seul, il faut garder la motivation sur le long terme. Et ça, c'est pas facile. Et en fait, j'aime bien expliquer cette démarche de VAE pour des personnes qui peuvent être tentées facilement par le fait de ne pas retourner à l'école pour obtenir ce diplôme. C'est de comparer ça un petit peu comme la visite obligatoire de la bibliothèque, là, du CDI, quand on arrivait dans une nouvelle école ou quand on arrivait au collège. Et pour moi, c'est exactement pareil. Quand on est à ce premier jour d'école, dans une nouvelle école, en fait, souvent les profs annoncent que pendant 1 heure, on va aller visiter le centre de documentation, voir comment ça fonctionne. Donc si à ce moment-là, on a absolument, par exemple, besoin d'un livre précis, on sait qu'il est rangé quelque part dans cette bibliothèque et on n'a jamais fréquenté de bibliothèque, on ne sait pas comment ça fonctionne, les étiquettes, les nombres qu'il y a sur les livres, on ne sait pas comment trouver les infos, là, la visite, elle va être hyper intéressante parce qu'on va comprendre comment c'est rangé, on va comprendre où peut être ce livre dont on a tant besoin. Mais à l'inverse, si on est quelqu'un qui connaît bien les bibliothèques, on y va tous les week-ends depuis qu'on est petit, on sait exactement où sont tous les livres et comment rechercher dedans, cette visite, elle va sembler super longue pour, au final, rien apprendre parce qu'on sait déjà tout ça. Donc pourquoi je te parle de cette bibliothèque? Parce que la VAE, c'est pareil. Quand on n'a pas du tout ou juste très peu d'expérience dans la petite enfance, la formation en 3 ans, elle est géniale parce qu'on va aller de découverte en découverte, on va rencontrer plein de personnes qui sont inspirantes, on va se questionner sur le sens de son travail, de ses actions, on va
réaliser une fois sur le terrain que finalement on n'agit plus pareil qu'au début de la formation, on a appris des choses, on les met en pratique. Donc ça, c'est hyper intéressant pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Cependant, quand on est quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, où on sait exactement quelles sont les missions de l'EJE, qu'on a fait des recherches, qu'on a les connaissances, et finalement que dans la pratique, on exerce déjà le métier d'éducateur de jeunes enfants, on n'a juste pas le diplôme, ça va permettre de prendre un petit peu un raccourci, de ne pas passer par cette longue visite obligatoire de la bibliothèque, donc là, cette longue formation de 3 ans, ça va être un raccourci adapté pour ces personnes. Mais vraiment, je précise et je tiens à insister là-dessus, c'est qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas compris ce détail, que la VAE n'est pas pour tout le monde. Il y en a beaucoup qui pensent qu'avec juste un peu d'expérience, la VAE, voilà, on peut faire ça. Moi, je voudrais être catégorique là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, la loi, elle autorise une personne qui a 1 an d'expérience dans la petite enfance à passer la VAE, alors qu'avant, c'était 3 ans d'expérience. Et je pense que c'est une erreur d'avoir baissé ce nombre d'années, du moins pour le métier de JE, qui est de niveau licence, de niveau 3. Donc ça veut dire qu'il faut faire quand même 3 ans d'études pour acquérir les connaissances et les compétences suffisantes pour valider le DE-JE. Donc en 1 an d'expérience, ça ne peut pas être possible juste d'un point de vue du temps. Ça paraît complètement logique qu'on ne peut pas condenser 3 ans en 1 an, même avec la meilleure volonté du monde. Et ça envoie aussi l'image d'un raccourci qui est accessible, que c'est facile parce qu'il y a que quelques étapes, alors qu'en fait c'est une démarche qui est très difficile. Une personne qui a que 1 an d'expérience, elle peut effectivement tenter une VAE, techniquement c'est possible, mais elle a de grands risques de ne pas y arriver, d'échouer, parce qu'il faut travailler seul, il faut travailler dur, il ne faut pas abandonner le projet. Et je trouve que c'est dommage de pas réussir à ce moment-là alors qu'on est réellement motivé. Moi, je suis persuadée qu'une personne qui, par exemple, a un CAP petite enfance ou accompagnant éducatif petite enfance, donc on va souvent appeler, par exemple, en crèche, les animatrices d'éveil. Je féminise parce que j'ai rencontré beaucoup plus de femmes qui font ce métier-là. Si cette personne travaille pendant 1 an en crèche, je suis sûre que si elle est motivée, elle pourrait devenir une très bonne EJE, si elle a envie. Mais finalement, en passant par la VAE, elle se dit que c'est possible, mais finalement c'est dur, c'est compliqué, elle n'arrive pas à avancer, à travailler sur le livret en même temps que son travail la journée en crèche, et finalement elle va renoncer, elle va échouer. Et moi je trouve ça vraiment dommage parce que je suis persuadée, j'ai rencontré sur le terrain énormément de personnes qui ont vraiment les connaissances, l'envie, la motivation de devenir EJE, mais qui, avec un parcours de VAE, finalement, finissent par échouer ou changer de projet. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur ça, je trouve ça un peu dommage. Donc si la VAE, c'est une voie qui, toi, te tente, il faut que tu t'assures d'abord de pouvoir répondre à quelques questions, et notamment la principale, est-ce que j'ai déjà rempli les missions d'un éducateur de jeunes enfants dans mon quotidien? Donc concrètement, hein, petite liste de choses possibles, il faut aller fouiller un peu plus dans le référentiel, mais par exemple, est-ce que j'ai déjà animé des réunions d'équipe? Est-ce que j'ai déjà créé des projets de partenariat? Est-ce que j'ai déjà accompagné des parents dans leurs choix éducatifs, dans leurs questionnements? Est-ce que j'ai déjà pratiqué l'observation auprès des jeunes enfants pour ensuite entraîner une amélioration de l'organisation, du quotidien, un projet, quelque chose? Est-ce que j'ai déjà lu des livres pratiques sur la petite enfance? Est-ce que je sais quelles sont les étapes du développement physique, intellectuel, cognitif de l'enfant? Est-ce que j'ai déjà adapté l'aménagement de l'espace selon un groupe d'enfants, selon les âges, le développement? Enfin voilà, il y a plein de questions à se poser pour faire du lien entre qu'est-ce qu'on a fait dans le quotidien et qu'est-ce qui est écrit dans le référentiel. Et ça, c'est important de pouvoir le comparer. Donc il y en a plein d'autres, hein, je ne peux pas tout citer ici, mais il faut vraiment avoir cette démarche-là avant de se dire oui, la VAE, je peux la tenter, ou non, là, ça va être compliqué. Donc si tu veux passer la VAE-EJE et que c'est quelque chose qui est vraiment, que tu penses adapté pour toi, je te conseille d'aller lire là aussi un article de blog que j'ai écrit, dont je mets le lien en description. Donc pour résumer un petit peu cet épisode, il y a plusieurs façons d'obtenir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants.
Souvent, ce qui est le plus connu, c'est la formation initiale ou continue. Là, on va faire un suivi un petit peu classique, donc les sélections, les cours, les stages, la certification. À la fin, on obtient ce papier vert. Si on fait la formation en situation d'emploi, sélection et trouver un employeur, cours et travail en alternance, certification, et à la fin, on obtient là aussi le papier vert. Ou sinon, la VAE qui est possible si on a beaucoup d'expérience, une vraie maturité professionnelle, on a vraiment fait des recherches sur la petite enfance, comment on se positionne professionnellement, et on fait les démarches de VAE, donc livret 1, livret 2, oral face au jury, et là, on obtient le papier vert. C'est plusieurs voies possibles. Si je voulais faire ce podcast pour parler un petit peu de tout ça, c'est notamment par rapport à la VAE, si c'est une démarche qui t'intéresse. Je voulais vraiment que tu sois au clair sur le fait que c'est une démarche qui est longue, qui est éprouvante, et que si tu es certain que cette voie te correspond et que tu as réellement tes chances, dans ce cas-là, je croise les doigts pour toi, je te souhaite vraiment bonne chance et vas-y. Mais si tu as un peu d'expérience, mais que tu doutes, tu n'es pas sûr que la VAE est vraiment pour toi, alors dans ce cas-là, tu peux très bien passer les sélections d'admission et suivre la formation pendant 3 ans, retourner sur les bancs de l'école pour pouvoir vraiment t'investir dans cette réflexion professionnelle, dans cette évolution peut-être professionnelle. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, même si tu as de l'expérience, tu peux tout à fait retourner à l'école en quelque sorte. Donc rester 3 ans, étudier et puis continuer à remplir son bagage de compétences, de connaissances qui serviront toujours dans la petite enfance. Là, tu seras vraiment guidé, contrairement à la VAE où tu peux être un peu plus seul. Après, ça dépend, tu peux te faire accompagner, mais c'est une démarche où on est quand même beaucoup plus isolé, alors qu'en formation, on est entouré de plein d'autres futurs EJE. Donc voilà, maintenant tu as toutes les informations pour pouvoir décider quelle voie est la plus adaptée selon ton parcours pour finalement obtenir le diplôme d'état d'éducateur de jeunes enfants et exercer en tant qu'éducateur de jeunes enfants ensuite. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il t'aura bien intéressé et je te dis à demain pour le prochain podcast sur cette colo d'hiver de Devenir EJE. Si tu as écouté l'épisode jusqu'ici, c'est sûrement que tu es vraiment motivé à entrer en formation d'éducateur de jeunes enfants. Je serai ravie de t'accompagner dans ta préparation pour que tu aies un maximum de chances de réussite. Si tu veux être guidé pas à pas pour acquérir les connaissances qui t'aideront à déterminer tes motivations, à comprendre le métier et la formation d'éducateur de jeunes enfants, la prépa en ligne devrait t'intéresser. Pour la rejoindre, je t'invite à te rendre sur devenirEJE.com/prépa en ligne devient EJE. Tu retrouveras le lien dans la description. À très vite!